Guillaume Fertin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant-chercheur ici au LS2N, donc le laboratoire des sciences du numérique de Nantes, à l'Université de Nantes. Vous travaillez dans une équipe de bioinformatique, mais vous enseignez, et votre domaine de recherche, si l'on peut dire, c'est l'algorithmique. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes producteur d'algorithmes vous-même? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, ce qu'est un algorithme et finalement comment, face à un problème donné, on peut essayer de construire un algorithme pour répondre à trouver une solution et répondre à ce problème? Alors oui, on peut déjà, pour la première question, on peut dire que je suis un producteur d'algorithmes, au même titre que beaucoup de mes collègues dans l'équipe. L'idée d'un algorithme, c'est en fait d'avoir une série d'instructions qui vont traiter des données qu'on a en entrée de cet algorithme. Et pour produire effectivement quelque chose en sortie qui est la solution qu'on voudrait obtenir. Un exemple qui est très classique qu'on propose à nos étudiants, c'est de trier des valeurs. Donc en entrée, on a un tableau, par exemple, un certain nombre d'éléments qu'on veut trier par ordre croissant. Et un algorithme de tri va simplement utiliser ces éléments, les déplacer pour à la fin obtenir un tableau qui soit trié par ordre croissant. Là où c'est un petit peu difficile, c'est que certains problèmes qu'on se pose n'aboutissent pas, on n'arrive pas à trouver des algorithmes qui soient performants voulant dire suffisamment rapides, et qui permettent de faire ce qu'on veut. Et donc le phénomène marche beaucoup par essai-erreur. On essaye de trouver un algorithme qui fonctionne. Souvent on en trouve un, mais on réalise a posteriori, en faisant une analyse un peu théorique du temps que ça va prendre, on réalise qu'il ne convient pas parce qu'il est trop lent. Alors quand je dis trop lent, c'est qu'il faut toujours imaginer des très grosses données. Donc si je reprends mon exemple du tableau à trier, évidemment si je veux trier 10 valeurs, ça va aller très vite. Si je veux en trier 10 millions, on peut se douter qu'intuitivement, n'importe quel algorithme ira un petit peu plus lentement qu'avec 10 valeurs. Si le temps sur 10 millions est fortement déraisonnable, par exemple plusieurs centaines d'années, pour avoir une solution, là on se dit que cet algorithme ne pourra pas passer à l'échelle et on va être vite bloqué par la taille du tableau qu'on veut analyser. Et si on est capable d'identifier que ces problèmes sont intrinsèquement difficiles, à ce moment-là, il s'agit d'un petit peu modifier la façon d'attaquer ce problème. Et en particulier, on peut imaginer réduire ses exigences, c'est-à-dire au lieu d'essayer de résoudre complètement le problème, essayer de le résoudre en partie ou approcher la meilleure solution, tout en ayant l'exigence, pour le coup, d'avoir un temps d'exécution qui soit relativement raisonnable. Comment on compose dans des domaines sensibles comme celui de la santé, par exemple, avec des solutions qui sont des approximations et comment on doit composer avec une marge d'erreur qu'il faut évaluer et dont il faut prendre compte? Alors, de mon expérience, si on parle de la bioinformatique, la plupart du temps, en réalité, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les données sont très grandes, les problèmes sont très difficiles, et donc ce qu'on met en œuvre derrière, ce sont des algorithmes qui sont soit des approximations, soit des heuristiques. La différence entre approximation et heuristique, c'est que l'approximation, on est capable théoriquement de quantifier l'écart avec la solution que l'on désirerait de manière un peu utopique, puisqu'on n'y arrive pas. Tandis que les heuristiques, en fait, ce sont des algorithmes qui fonctionnent vite, mais dont on n'est pas capable de quantifier l'écart avec la meilleure solution, en général. Mais en règle générale, les heuristiques sont utilisées parce qu'on les fait tourner quand même sur beaucoup d'exemples, et on se rend compte que sur la plupart des exemples, elles fonctionnent de manière satisfaisante, en termes de résultats et en termes de temps d'exécution. Le résultat n'est pas optimal, mais c'est en multipliant l'usage de ces algorithmes qu'on finit par comprendre un peu à quel point ils approchent à se satisfaire en fait de leur solution. En fait, à ma connaissance, on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire que de toute façon, il est impossible avec les connaissances actuelles de faire à la fois vite et bien. C'est-à-dire, encore une fois, rapidité d'exécution et qualité de la solution. Donc on pourrait imaginer augmenter la puissance de calcul, mais en fait ça ne nous permettra que de gravir, disons, qu'une seule marche, alors que l'escalier en possède 100. Et donc la puissance de calcul, même si on la multiplie, même si elle augmente par 10, par 100, par 1000 dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans, en fait on a des théories qui nous expliquent qu'effectivement on pourra
traiter des données un petit peu plus volumineuses, mais pas extrêmement plus volumineuses. Et donc, confronté à ça, de toute façon, on fait ce qu'on peut. Et de la même manière que la médecine est un peu une science expérimentale de ce point de vue-là, on regarde un petit peu les effets que peuvent avoir un médicament sur un organisme, sur une personne. Eh bien, pour les algorithmes, c'est pareil, on essaye de s'approcher de la vérité, mais on n'est pas sûr de l'avoir à l'instant T. Et de proche en proche, on va essayer de s'améliorer. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi le fait de travailler sur le vivant a quelque chose de spécifique, c'est-à-dire par rapport à des problèmes comme des problèmes de hiérarchisation, de classement de données? Est-ce que les problèmes liés au vivant ont quelque chose une complexité qui rend très difficile le fait de les approcher ou d'utiliser des outils algorithmiques pour essayer de résoudre ces problèmes? Ben, la réponse est peut-être déjà dans la question. Effectivement, dans le vivant, c'est beaucoup plus compliqué que des modèles très théoriques que l'on peut faire. Si je peux faire un parallèle, il y a modéliser la carte de France avec les distances entre les principales villes, c'est extrêmement facile à faire. Le modèle ne bouge pas. Bon, les distances peuvent bouger s'il y a une route plus courte qui est créée en cours de route, mais c'est quelque chose d'assez facile à poser. Quand on observe le vivant, et nos discussions avec les biologistes le prouvent, c'est très difficile de savoir ce qui se passe exactement. D'un individu à l'autre, les choses peuvent changer. D'une condition à l'autre, en fonction de la température, en fonction d'un certain nombre d'éléments, les choses peuvent se modifier également. Nous, en tant qu'informaticiens, ce qu'on aime bien, c'est partir d'un modèle assez carré, et le vivant est tout sauf le modèle qu'on aimerait pouvoir manipuler. Donc c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est également beaucoup plus riche. Il y a beaucoup plus d'intérêt, quelque part, à faire ce genre de choses, parce qu'on a l'impression qu'on a vraiment notre place à prendre là, et on a vraiment des choses à apporter en termes de compréhension. Et puis, enfin, tout ça va ensemble, c'est-à-dire qu'en biologie, depuis un certain nombre d'années, peut-être 10, peut-être plus, il y a beaucoup plus de données qui arrivent. Et les biologistes sont capables de produire énormément de données, mais après, il faut être capable justement de les prendre, de les interpréter, d'arriver à distinguer ce qui est intéressant de ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire ce qui est porteur d'information de ce qui ne l'est pas, et arriver à dégager l'information intéressante, principale de ces données massives. Donc il y a à la fois la complexité de la modélisation, qui est jamais résolue. En règle générale, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un modèle qui ne correspond pas à la réalité, mais qu'on essaye de comprendre. Et une fois qu'on l'a compris, on essaye de l'étendre pour qu'il s'approche de la réalité. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a aussi la complexité de ce qu'on nous donne en entrée de nos algorithmes, ou en entrée du problème qu'on veut résoudre. Des choses qui deviennent de plus en plus grosses, de plus en plus hétérogènes en termes de données, mais de plus en plus intéressantes, parce qu'on a l'impression qu'on va pouvoir en tirer beaucoup d'informations.